la veille du réveillon de Noël. Mon père a lâché. Le plus beau cadeau, ce serait que tu disparaisses de cette famille. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Personne n'a pris ma défense. Alors, c'est exactement ce que j'ai fait. Après avoir vendu la maison que j'avais payée et annulé leur dîner de fête tant rêvé, ce que j'ai scotché sur le frigo les a réduits au silence pour de bon. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà été celui qui tient la famille à bout de bras pendant qu'ils agissent comme si vous étiez invisible? D'où regardez-vous cette vidéo ce soir? Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié pour avoir une explication. Je me suis simplement levée. J'ai pris mes clés sur le comptoir en marbre que j'avais payé pour faire rénover le printemps dernier. Et j'ai franchi la porte. La lourde porte en chêne a claqué derrière moi, scellant le silence à l'intérieur. Ce n'était pas la première fois que je quittais cet hôtel particulier avec un sentiment de vide, mais c'était la première fois que je savais que je ne reviendrais pas. Le trajet jusqu'à mon entrepôt s'est fait en pilotage automatique. Mon utilitaire, un vieux Peugeot Boxer avec une couche de poussière permanente sur le tableau de bord, grondait dans les rues calmes et enneigées de Neuilly-sur-Seine. Le contraste était presque risible. Derrière moi, le domaine immaculé et historique, où mon père, l'éminent magistrat Charles Chevalier, tenait sa cour. Devant moi, le cœur brut et industriel d'Aubervilliers, où moi, Manon Chevalier, je gagnais l'argent qui maintenait son royaume à flot. Je me suis garé dans le hangar de Phoenix Rénovation, l'écho du moteur mourant dans l'espace caverneux. Ça sentait la sciure, le fluide hydraulique et le travail acharné. Des odeurs honnêtes. J'ai marché le long des rangées de machines lourdes, pelles mécaniques, élévateurs, générateurs, chacune témoignant de 12 années à trimer, suer et bâtir quelque chose à partir de rien. Mon bureau était un cube de verre surplombant l'atelier. Je me suis assise, le fauteuil en cuir gémissant sous mon poids, et j'ai réveillé mon ordinateur. L'écran a illuminé mon visage dans la pièce sombre. Je n'ai pas ouvert mes mails. Je n'ai pas vérifié mes messages. Je suis allée directement dans un dossier enfoui au plus profond de mon disque personnel. À l'intérieur, un tableur Excel. Je l'ai ouvert. Les chiffres me fixaient. Froid et indéniable. 8 500 € par mois. C'était le tarif de base. Ça couvrait le crédit immobilier, le paysagiste, le fioul pour chauffer ce manoir mal isolé, les cotisations au cercle privé que mon père jugeait essentielles pour le réseautage et le remboursement des dettes de campagne qu'il avait accumulées lors de sa dernière tentative ratée pour entrer au Sénat. J'ai fait défiler vers le bas. Septembre, 12 000 € pour une réfection de toiture d'urgence après une tempête. Je me souvenais de ce chèque. Je me souvenais l'avoir signé avec une main encore percluse de crampes, après avoir posé des briques toute la journée. Octobre, 6 000 € pour un dîner de gala. Novembre, 9 000 € de frais d'avocat. Le total en bas de la colonne m'a fait cligner des yeux. 816 000 € sur 8 ans. Presque 1 million. 1 million d'euros de sueur, versés dans un trou noir de prestige et d'arrogance. Et pourquoi? Pour s'entendre dire de disparaître, pour être traitée comme la bonne. Je me suis souvenu d'un après-midi précis, il y a 3 ans. Le sous-sol du manoir avait été inondé par les égouts, après un refoulement de la canalisation principale. Charles m'avait appelé en panique, non pas pour savoir comment j'allais, mais pour exiger que je répare ça parce que nous ne pouvons pas laisser un plombier voir ce désastre avant le cocktail. J'avais accouru avec mes chaussures de sécurité, pataugeant dans la crasse pendant 4 heures pour déboucher et assainir l'espace. Quand je suis remontée, couverte de boue, épuisée, Charles était dans la bibliothèque en train de boire un whisky de 30 ans d'âge. Il ne m'a pas proposé un verre, il n'a même pas levé les yeux de ses dossiers. Il a juste froncé le nez et dit « Tu pues les égouts, Manon. Passe par l'entrée de service. Quand tu partiras. » J'avais acheté cette bouteille de whisky pour son anniversaire la semaine précédente. Ce souvenir brûlait dans ma poitrine, plus fort que la colère. Ce n'était pas juste une question d'argent, c'était le mépris, la conviction absolue et inébranlable que mes mains devaient être sales pour que les siennes puissent rester propres. J'ai fermé le tableur. Puis j'ai ouvert un nouveau document. C'était un modèle que j'avais sauvegardé il y a des années, à l'époque où j'avais racheté la créance douteuse de la maison via ma société Écran. Je m'étais dit que c'était une assurance. Un filet de sécurité. Je n'avais jamais pensé l'utiliser réellement. Avis d'expulsion. J'ai tapé la date. 24 décembre. Puis j'ai tapé les noms. Charles Chevalier. Thibaut Chevalier.
J'ai lancé l'impression. Le vrombissement de l'imprimante dans le bureau silencieux résonnait comme le marteau d'un juge qui s'abat. J'ai pris le papier encore chaud. Il semblait lourd, substantiel. Ce n'était pas un caprice, ce n'était pas une crise émotionnelle. C'était du business. Et les affaires, comme mon père aimait le dire, exigent des décisions difficiles. J'ai regardé le document une dernière fois. Tu voulais que je disparaisse, ai-je chuchoté à la pièce vide. Fais attention à ce que tu souhaites. Le papier dans ma main était encore chaud. Avis d'expulsion, 3 mots qui auraient dû peser lourd, mais qui, au contraire, semblaient être la seule chose honnête qui soit passée entre mon père et moi depuis 10 ans, pendant des années. Les gens m'ont demandé pourquoi je faisais ça, pourquoi je restais, pourquoi je versais près d'1 million d'euros à une famille qui ne me laissait même pas passer par la porte d'entrée si je portais mes bottes de chantier. Les amis me regardaient avec pitié et demandaient « Manon, tu n'as aucun amour-propre » Si. J'avais beaucoup d'amour-propre. Ce qui me manquait, c'était la lucidité. Vous voyez, la maltraitance ne ressemble pas toujours à un bleu. Parfois, elle ressemble à une liste de corvées. Parfois, elle ressemble à un appel paniqué à 2 heures du matin parce que la chaudière fait du bruit et tu es la seule à savoir comment la réparer. J'ai réalisé à ce moment-là, assise dans l'obscurité de mon bureau, que j'étais tombée dans le piège de la normalisation de la cruauté. C'est un mécanisme subtil, insidieux. Ça n'arrive pas d'un coup. Ça arrive par degrés. Ça commence quand vous êtes enfant. Et que vous réalisez que votre frère, Thibaut, reçoit des sourires juste en entrant dans une pièce, alors que vous n'en recevez que lorsque vous tenez un bon bulletin scolaire ou une clé à molette. Vous commencez à croire que l'amour est transactionnel. Vous commencez à croire que votre valeur n'est pas innée. Elle se mérite. C'est un loyer à payer. J'ai regardé la photo encadrée sur mon bureau, moi et mon équipe, après avoir fini la restauration de la gare de Lyon. Nous avions l'air épuisés, couverts de poussière, mais heureux. C'était du respect gagné par le labeur partagé. Ma relation avec mon père n'était pas comme ça. C'était une expérience de conditionnement. Il m'avait dressé à croire que mon utilité était ma seule monnaie d'échange. Si je ne réparais pas, ne payais pas ou ne résolvais pas, je n'existais pas. Je n'étais pas une fille. J'étais un fournisseur de services. J'étais l'équivalent humain du routeur Wi-Fi ignoré quand je fonctionnais parfaitement et engueulé à la seconde où je m'arrêtais. Thibaut était le trophée. Il était l'ornement brillant sur le capot de la voiture familiale. J'étais le bloc moteur graisseux, caché, essentiel et totalement méprisé. Je me suis souvenu d'un dîner l'automne dernier. Je n'avais pas été invitée à m'asseoir à la table principale. J'étais en cuisine, en train de découper le chapon parce que Manon a le meilleur coup de main. J'entendais Charles dans la salle à manger, se vantant auprès d'un donateur du nouveau poste d'associé junior de Thibaut, dans un cabinet où Charles avait fait jouer ses relations pour le faire entrer. Thibaut a l'esprit d'un homme d'État, avait tonné Charles. C'est l'avenir de cette famille. J'avais baissé les yeux sur mes mains, cicatrisées par la soudure, calleuses après des années à manipuler des barres d'armature. J'avais payé le chapon. J'avais payé le four dans lequel il cuisait. J'avais payé le vin avec lequel il trinquait. Et j'ai réalisé, avec une clarté plus tranchante que le couteau à découper, que je ne payais pas un crédit immobilier. Je payais une taxe. Je payais un droit d'entrée pour être incluse dans un club qui méprisait ses propres membres. J'achetais des billets pour un spectacle où je n'avais même pas le droit d'être dans le public. J'étais coincée en coulisses à tirer les ficelles. Le piège de la cruauté normalisée repose sur l'espoir de la victime. Vous espérez que si vous payez juste assez, réparez assez, endurez assez, un jour la transaction prendra fin et l'amour commencera. Vous vous dites « Ils sont juste stressés » ou « C'est juste comme ça qu'est papa ». Vous rationalisez le manque de respect, parce que faire face à la vérité qu'ils s'en fichent complètement est trop douloureux. Mais la douleur s'était consumée ce soir. J'ai regardé à nouveau l'avis d'expulsion. Ce n'était pas de la cruauté, c'était briser le conditionnement. J'avais fini de payer la taxe. J'avais fini d'acheter ma place. Si mon argent était sale, alors il n'en avait pas besoin. Si mes mains étaient trop rugueuses pour leur monde, alors ils pouvaient arrêter de fouiller dans mes poches. J'ai plié le document et l'ai glissé dans une enveloppe Kraft impeccable. La peur avait disparu. La culpabilité avait disparu. Il ne restait que la froide mathématique de la situation. Le bail était terminé. Et le propriétaire venait enfin réclamer son dû.
Le déclic ne s'était pas produit du jour au lendemain. La fissure avait commencé exactement 1 semaine avant le réveillon. Au pavillon Gabriel, mon père lançait sa campagne sénatoriale. L'invitation était arrivée par mail, pas un mot personnel, mais un envoi groupé de son directeur de campagne. L'honorable Charles Chevalier sollicite l'honneur de votre présence. J'étais arrivé avec mon fourgon de chantier. Je n'avais pas eu le temps de rentrer me changer. Je venais d'un site à La Défense où un mur de soutènement s'était effondré. Je portais un jean propre et ma veste d'entreprise gris anthracite avec Phoenix Rénovation, brodée en fil d'argent. C'était professionnel. C'était l'uniforme de celle qui construisait la ville qu'ils essayaient de diriger. Mais quand je me suis dirigée vers l'entrée principale, le directeur de campagne, un vingtenaire dans un costume qui coûtait plus cher que ma première voiture, s'est interposé. « Mademoiselle Chevalier », a-t-il dit, la voix basse. « Le juge. Il pense qu'il vaudrait mieux que vous utilisiez l'entrée de service. Porte ouest. Nous avons des donateurs qui arrivent ici. » Et l'image. Il a jeté un coup d'œil à mes bottes. C'est mieux pour la marque. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas crié. J'ai juste contourné le bâtiment vers le quai de chargement. Je suis passé devant les poubelles et le personnel du traiteur, qui fumait des cigarettes. Je suis entré dans la plus grande soirée de mon père par la cuisine, avec une odeur de graisse froide au lieu de parfum de luxe. À l'intérieur, la salle de bal était une mer de nœuds papillons et de paillettes. Je me tenais au fond, près du vestiaire, invisible. Thibaut m'a trouvé le premier. Il tenait une coupe de champagne, le visage rougeau de cette confiance imméritée d'un homme dont la plus grande lutte a été de choisir sa cravate. « Manon » a-t-il ricané en me toisant de haut en bas. « Tu as perdu un pari ? Ou tu es là pour réparer les chiottes ? » « Je suis là parce que j'ai payé la location de la salle, Thibaut, » ai-je répondu calmement. Il a ri. « Papa dit que tu es doué avec une ventouse. Reste dans ton domaine. » Il s'est éloigné pour charmer un lobbyiste, renversant du champagne sur le parquet historique que je devrais probablement payer pour faire rénover plus tard. Puis est venu Charles. Il m'a coincé près d'une colonne en marbre, loin des caméras. Il n'a pas dit bonjour. Il n'a pas demandé pourquoi j'étais passé par l'entrée de service. Il s'est penché tout près. Sa voix n'était qu'un sifflement bas et urgent. « J'ai besoin de 50 000 €, a-t-il dit. « Je viens de payer l'acompte du traiteur, Charles. C'était déjà 15 000. C'est différent. C'est un problème juridique. » Il a regardé autour de lui nerveusement. Une complication de la dernière campagne. Un consultant qui a besoin d'une gestion discrète. Il me les faut pour lundi. Je n'ai pas 50 000 € de trésorerie disponible là, tout de suite, ai-je dit. On a grandi la flotte de véhicules. Mon capital est immobilisé. Son visage s'est tordu. Le masque de l'homme d'État bienveillant a glissé, révélant le toxicomane désespéré en dessous. Tu es égoïste, Manon. Tu entasses l'argent pendant que j'essaie de servir l'intérêt général. Tu veux que cette campagne échoue? Tu veux que je sois humiliée? Je veux ne pas entrer par la cuisine, ai-je dit. Tu entres là où est ta place, a-t-il claqué. Fais le virement. Ou ne prends pas la peine de venir à Noël. Il s'est éloigné, retournant sous les projecteurs, souriant et saluant alors que la foule acclamait l'homme qui promettait de restaurer l'intégrité au Sénat. Je suis restée là, dans l'ombre, à le regarder. J'ai réalisé à ce moment-là qu'il n'y avait pas de fonds. Il n'y avait aucune somme d'argent qui pourrait acheter son respect. Je n'étais pas un investissement pour lui. J'étais une ressource à exploiter jusqu'à ce que le filon soit tari. Ce soir-là, debout au fond de la salle que j'avais payée, portant la veste de l'entreprise qui finançait son train de vie, j'ai cessé d'être sa fille. Je suis devenue son auditrice, et j'ai vu que le compte était à découvert. J'ai rencontré mon avocat d'affaires, Maître Vasseur, le lendemain matin. Son cabinet était tout ce que le monde de mon père prétendait être sobre, efficace et férocement intelligent. Vasseur se fichait des galas, il se souciait des contrats. Je dois exécuter la clause, ai-je dit en m'asseyant en face de lui. Vasseur a levé les yeux de sa tablette. Il n'a pas demandé quelle clause. Il savait. Nous l'avions mise en place il y a 4 ans, le jour où j'avais racheté la dette hypothécaire du domaine de Neuilly, via Phoenix Holdings. La saisie s'enclenche immédiatement en cas de défaut, a dit Vasseur, la voix calme. Techniquement, ils sont en défaut de paiement depuis 48 mois. Vous avez juste été clémente. La clémence est terminée. Je veux signifier l'avis d'expulsion le jour de Noël. Vasseur a haussé un sourcil. C'est glacial, Manon. Même pour vous, ce n'est pas glacial, maître. C'est la justice.
Je me suis penchée en avant. Laissez-moi vous expliquer quelque chose sur mon père. Charles Chevalier ne possède rien. Il ne possède pas sa maison. Il ne possède pas sa voiture. Il possède à peine ses propres costumes. Tout est loué, emprunté ou payé par quelqu'un d'autre. Il a l'illusion du pouvoir, a noté Vasseur. Exactement. Et vous savez pourquoi? Parce que des gens comme moi le laissent faire. On le soutient. On paye les factures pour qu'il puisse prétendre qu'il a réussi. Son arrogance n'est pas de la force. C'est un mécanisme de défense. C'est une stratégie de survie. S'il arrête d'agir en supérieur une seule seconde, il doit faire face au fait qu'il est un squatteur dans sa propre vie. J'ai pensé à l'illusion de pouvoir d'un portefeuille vide. C'est un phénomène psychologique. Fascinant. Quand quelqu'un n'a pas de substance interne, pas d'argent réel, pas d'intégrité réelle, il surcompense avec des signes extérieurs. Plus il crie fort à propos de l'héritage et de la tradition, plus leur compte en banque est généralement vide. Charles m'attaquait parce que j'étais la preuve vivante de son échec. Chaque fois que je payais une facture, c'était un rappel qu'il ne le pouvait pas. Alors il devait me rabaisser. Il devait rendre mon travail sale, pour que sa dépendance ressemble à de la charité plutôt qu'à une nécessité. Il pense que je suis son distributeur automatique, ai-je dit. Il est sur le point de découvrir que je suis son propriétaire. Vasseur a tapé quelques touches. Les papiers sont prêts. Phoenix Holdings détient le titre de propriété franc et quitte. Vous avez le droit légal à la jouissance immédiate. Voulez-vous faire intervenir un huissier? Pas encore, ai-je dit. Je veux livrer la nouvelle moi-même. Soyez prudente, Manon. Un homme comme ça, quand vous lui enlevez l'illusion, il ne reste rien que la rage. Je compte là-dessus, ai-je répondu. La rage rend les gens négligents. Et j'ai besoin qu'il soit négligent. J'ai besoin qu'il montre au monde exactement qui il est. Je me suis levée. Imprimez l'acte, maître. Et l'avis d'expulsion. J'ai un cadeau de Noël à livrer. Le matin de Noël s'est levé gris et mordant, le genre de froid humide qui s'infiltre dans les os et y reste. J'ai conduit jusqu'à Neuilly non pas avec un traîneau plein de cadeaux, mais avec une mallette pleine de réalités juridiques. Les rues étaient calmes, étouffées par la neige. Mais en me garant devant le domaine, j'ai vu le premier signe que mon plan fonctionnait. La maison était sombre, pas l'obscurité douillette et éclairée à la bougie d'un matin de fête, mais l'obscurité morte et lourde d'une structure qui a perdu son pouls. J'ai monté les marches du perron, mes bottes crissant bruyamment sur le verglas non salé. Je n'ai pas frappé. J'ai utilisé ma clé, le passe-partout que j'avais gardé depuis que j'avais changé les serrures. Il y a 4 ans après avoir racheté la dette, un fait qu'ils n'avaient jamais remarqué, car ils ne prêtaient jamais attention aux détails de leur propre survie. Le hall d'entrée était glacial. Je pouvais voir la buée de mon souffle dans l'air. Le grand lustre en cristal était éteint. Le thermostat intelligent au mur était noir. Dans le salon, ils étaient blottis autour de la cheminée, enveloppés dans des couvertures en cachemire et des manteaux qui coûtaient plus cher que ma première caisse à outils. Thibault essayait de faire démarrer un feu avec des bûches de bouleaux décoratives trop humides pour brûler. Charles faisait les 100 pas, son téléphone pressé contre son oreille, hurlant sur quelqu'un. Je me fiche que ce soit férié. Je suis le juge Charles Chevalier. Vous rétablissez mon courant immédiatement ou je vous fais virer. Il a claqué le téléphone quand il m'a vu. Son visage était un masque de rage violette, contrastant violemment avec les figures pâles et tremblantes de ma mère et de mon frère. « Toi » a-t-il grogné, en s'avançant vers moi. « C'est toi qui as fait ça. La compagnie d'électricité a dit que le titulaire du compte a demandé une coupure. Tu as coupé le courant à Noël. Tehedomi Sara. Annie 46 agendam. J'ai résilié le contrat, Charles, ai-je dit, la voix plate. J'ai arrêté de payer les charges pour une résidence où je n'habite pas. C'est une mesure standard de réduction des coûts. Répare ça, a-t-il ordonné, pointant un doigt tremblant vers moi. Répare ça tout de suite. Nous avons des invités qui arrivent dans 2 heures. Le traiteur ne peut même pas chauffer les fours. Ngo, renvoyez-les, ai-je dit. Il n'y aura pas de fête. C'est ma maison, a-t-il crié, sa voix résonnant sur les murs froids. Sors d'ici. J'appelle la police. Tu es en violation de domicile. Je te ferai arrêter pour harcèlement et effraction. Je n'ai pas bronché. Je l'ai regardé se décomposer, notant le désespoir derrière la fanfaronnade. Il était terrifié. Il avait froid. Il était impuissant. Et il réalisait que son titre ne pouvait pas générer de chaleur. Appelle-les, ai-je dit. Je t'en prie. J'adorerais que la police soit là.
Il s'est figé, le téléphone à mi-chemin de son oreille. Quoi? Je me suis dirigée vers la table basse en acajou une autre pièce que j'avais payée pour faire restaurer, et j'ai ouvert ma mallette. J'ai sorti l'acte de propriété, les documents de rachat de créances d'il y a 4 ans, et l'avis d'expulsion que j'avais imprimé la veille. Tu ne peux pas être en violation de domicile sur ta propre propriété, Charles. J'ai fait glisser les papiers sur le bois poli. Qu'est-ce que c'est? Il les a ramassés, les mains tremblantes. Il a scanné le document du dessus. J'ai vu ses yeux accrocher les mots Phoenix Holdings. Phoenix Holdings, ai-je expliqué, est une société écran, détenue à 100% par Manon Chevalier. J'ai racheté la dette toxique de ce domaine il y a 4 ans, quand la banque était à 48 heures de le vendre aux enchères sur les marches du tribunal. Tu ne le savais pas parce que tu ne lisais pas le courrier. Tu as juste supposé que le problème avait disparu parce que tu es monsieur le juge. Thibault s'est levé, la couverture tombant de ses épaules. Tu possèdes la maison? Je possède la maison. Ai-je confirmé? Je possède le terrain. Je possède les murs dans lesquels vous gélez. Je suis votre propriétaire depuis 48 mois. Et le loyer est en retard. Charles a levé les yeux des papiers. L'arrogance s'était vidée de lui, remplacée par un choc gris et creux. Il avait l'air vieux. Il ressemblait à un locataire qui venait de réaliser que les serrures avaient été changées. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-il chuchoté. « C'est Noël. Tu m'as dit que le meilleur cadeau serait que je disparaisse, » ai-je dit en soutenant son regard. « Je te donne exactement ce que tu as demandé. Je disparais de ta vie. J'emporte mon argent, mon travail et ma patience avec moi. J'ai pointé l'avis d'expulsion. Vous avez 30 jours pour vider les lieux. Mais comme j'ai déjà annulé la livraison de fioul et l'électricité, je vous suggère de trouver un hôtel aujourd'hui. »« Manon, s'il te plaît, » a dit ma mère, sa voix fine et vacillante depuis le canapé. « Où est-ce qu'on va aller? Je ne sais pas, » ai-je dit en me tournant vers la porte. Mais je suis sûre que Thibault peut trouver une solution. C'est lui l'homme d'État, non? J'ai marché vers la porte, le son de mes bottes lourds et définitif sur le parquet. Je me suis arrêtée sur le seuil, et je les ai regardés une dernière fois, 3 fantômes hantant une maison qui appartenait aux bâtisseurs qu'ils avaient méprisés. « Joyeux Noël », ai-je dit. Je reprends ma maison. Les retombées n'ont pas été bruyantes. Elles ont été chirurgicales. Quand la nouvelle est tombée, elle ne s'est pas concentrée sur le drame familial. Les gros titres se fichaient du dîner de Noël ou des sentiments blessés. Ils s'intéressaient à l'hypocrisie. Le candidat au Sénat Charles Chevalier, expulsé d'un domaine saisi appartenant à la holding de sa fille. L'histoire n'était pas qu'il était un mauvais père. C'était qu'il était un mauvais investissement. Sa campagne s'est effondrée en 48 heures. Les donateurs n'aiment pas les candidats qui ne savent pas gérer les finances de leur propre foyer. Ils aiment les gagnants. Et Charles Chevalier ressemblait soudain à un homme qui jouait à la dinette avec l'argent de quelqu'un d'autre. Il s'est retiré de la course en invoquant des « raisons de santé ». Le code universel pour l'humiliation publique. Thibault a perdu son emploi la semaine suivante. Il s'avère que, lorsque votre seule qualification est votre nom de famille, et que ce nom devient une blague, votre employabilité s'évapore. Il travaille dans un centre d'appel maintenant. J'entends dire qu'il déteste ça. Je ne m'en réjouis pas, mais je ne suis pas triste non plus. Je me sens juste, neutre. C'est le sentiment d'un bilan comptable, enfin, à l'équilibre. Charles et ma mère ont emménagé dans un 3 pièces en location à Créteil. C'est propre. C'est fonctionnel. Il y a du chauffage qu'ils doivent payer eux-mêmes. Je ne leur ai pas parlé depuis le matin de Noël. Je n'ai pas bloqué leur numéro. Je n'ai juste pas ressenti le besoin de répondre. Quant au domaine, je ne l'ai pas gardé. Je ne voulais pas vivre dans un monument à ma propre exclusion. Je l'ai vendu à un promoteur à but non lucratif. Il transforme le manoir victorien mal isolé en logements sociaux pour des familles en transition. La salle de bal où je n'avais pas le droit de montrer mon visage sera bientôt un centre communautaire où les enfants pourront jouer sans se soucier d'érafler le parquet. J'ai eu l'impression que c'était la première chose utile que cette maison ait jamais faite. Je suis debout dans mon entrepôt maintenant, regardant l'atelier. Les étincelles d'un soudeur tombent en cascade, comme des feux d'artifice au loin. Mon équipe rit pendant la pause déjeuner, l'air sans la sciure et le progrès. C'est mon royaume. Je l'ai construit. Je le possède. Si vous regardez ceci, et que vous êtes celui qui tient la famille à bout de bras, pendant qu'il vous traite comme la bonne, écoutez-moi, vous n'êtes pas la bonne. Vous êtes l'architecte. Arrêtez de construire des châteaux pour des gens qui ne vous laissent pas entrer par la porte principale.
Arrêtez de payer le loyer, pour une place à une table, où vous n'êtes pas le bienvenu. Ils vous diront que vous êtes égoïste. Ils vous diront que vous êtes froid. Ils vous diront que la famille est tout. Même quand ils vous traitent comme un rien, ne les croyez pas. L'amour n'est pas une taxe. Le respect n'est pas un abonnement que vous devez renouveler chaque mois, avec votre silence et votre labeur. Vous avez de la valeur simplement parce que vous existez, pas à cause de ce que vous pouvez réparer ou de ce que vous pouvez payer. Reprenez vos clés. Annulez les paiements. Franchissez la porte. C'est effrayant au début. Le silence semblera lourd, mais ensuite, vous réaliserez que ce n'est pas du silence. C'est la paix. Je suis Manon Chevalier. Je suis une bâtisseuse. Et j'ai enfin terminé mon projet le plus important. J'ai construit une vie qui m'appartient.